Salut les polémiqueurs! Alors, les polémiqueurs, je continue à parler avec vous des livres Disney. J'avais pas du tout prévu de tourner vidéo aujourd'hui, j'avais même pas noté ce sujet. Je suis en train de lire en ce moment un livre que j'ai acheté à Walt Disney World qui s'appelle Maps et qui compile toutes les maps des parcs Disney. Et finalement, ce que raconte ce livre, c'est surtout l'histoire des parcs Disney. À travers les cartes, c'est l'histoire des parcs Disney qu'on revisite. Et j'étais dans le livre, vraiment dès la première page, je tombe sur ça. Je tombe sur ça et finalement il y a quand même assez peu de texte dans ce livre donc je comprends pas bien de quoi il s'agit. Après avoir fini de lire le livre, je me rends sur Google et je tape ce qui a marqué en dessous de cette carte. En fait, il s'agit pas d'une carte, il s'agit d'un concept art pour un projet qui s'appelle Unbuilt Burbank Disney Park, ça veut dire le parc qui n'a jamais été construit à Burbank. Et en réalité, ce parc s'appelle Mickey Park. Et là, en fait, je suis en train de comprendre que le premier vrai parc à thème Disney était ce projet, mais qui n'a jamais vu le jour. Et c'était un parc dont la thématisation était déjà très poussée, et en vérité, c'était le premier parc à thème imaginé par Walt Disney. Et je vais vous raconter son histoire aujourd'hui. Mickey Mouse Park est véritablement le premier parc à thème, une version bêta de Disneyland. Dans ce parc, on retrouve encore aujourd'hui dans tous les parcs Disney du monde des références. Le but c'était que des familles du monde entier puissent y venir pour s'amuser et se détendre en famille. Il devait être construit à proximité des studios d'animation de Burbank. Et en fait, pour bien comprendre comment cette idée est née, il faut revenir un petit peu en arrière. Après la guerre, chez Disney, dans ses studios et d'un point de vue personnel, c'est pas la grande forme. Les films Disney, ça marche un peu moins. Ce qui l'intéresse un peu plus, c'est de mélanger le live à l'animation. Il est un peu surmené puisque il faut gérer l'empire Disney. Warner fait beaucoup d'ombre à Disney et les familles vont de moins en moins voir les classiques d'animation. La situation financière elle est plutôt correcte, mais disons qu'ils sont encore un peu frileux pour investir. Et surtout, et ça c'est le plus gros problème, Walt s'ennuyait énormément. C'était une période après la guerre où Walt commençait à vraiment s'ennuyer. Et finalement, ses passe-temps personnels commençaient à prendre beaucoup plus d'importance sur son travail. Son travail était devenu un peu un lieu d'ennui. Et à l'époque, personne n'avait parié sur la renaissance de Disney. Et pour faire court, déjà à l'époque, après la guerre, vous vous rendez compte, après la guerre, si peu de temps après avoir rencontré le succès, il était déjà considéré comme has-been. Je précise que ce que je suis en train de raconter sur l'histoire de ce parc, je l'ai surtout tiré d'un article que je vais vous mettre dans l'espace commentaire, ainsi que dans le livre Haunted Mansion, que j'avais mentionné dans une autre vidéo. Dans ce livre, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus lié à l'histoire de Disneyland. L'histoire de ce parc n'est pas véritablement évoquée. Mais finalement, cet ennui de Walt Disney, il est très bien. C'est bien qu'il s'ennuie, parce que les polémiqueurs, c'est quand on s'ennuie qu'on devient créatif. On peut pas vraiment déterminer la période exacte, mais c'est sur cette période d'après-guerre et d'ennui que Walt Disney a commencé à songer à construire un parc à thème. Le gros problème, c'est qu'il y connaît rien. C'est pas du tout un forain. Avec lui, il n'a que des animateurs et des directeurs artistiques qui ne connaissent pas bien l'univers forain. Mais ce qui va motiver et ce qui va l'aider à se lancer, c'est trois passions. La première passion, c'est sa fascination pour les trains. Il avait une véritable fascination pour le chemin de fer et pour les trains. Lorsqu'il était petit, il passait des heures à regarder les trains passer sur la voie ferrée et à écouter au sol quand est-ce que le prochain train allait passer. En grandissant, dans son bureau, il a acheté un train électrique qu'il adorait montrer à ses visiteurs. Et un jour, il est allé chez un ami à lui qui avait carrément une maquette un peu plus grande et il en est devenu jaloux. Donc, quand il s'est installé avec sa femme Lily, il a construit un mini chemin de fer dans son jardin. Et il a appelé le train Lilybelle en hommage à sa femme qui n'aimait pas du tout son délire avec les trains. En plus de tous ces trains, de manière générale, il collectionnait beaucoup de miniatures. Et souvent, c'était des miniatures qui représentaient des moyens de transport. Et finalement, tous ces moyens de transport et toutes ces miniatures, on les retrouvera plus tard dans Main Street USA et aussi dans Frontierland. Et enfin, le troisième passe-temps de Walt Disney, c'est sa passion pour les parcs d'attractions. C'est-à-dire qu'à l'époque, il allait dans les parcs d'attractions. Petit, il avait visité des parcs d'attractions. Il est retourné dans un parc qui s'appelle Electric Park, qui se trouvait à Kansas City. C'était un parc qui le fascinait, mais qui trouvait sale. Donc déjà, il avait dit qu'en construisant Mickey Mouse Park, il y aurait une guideline de base sur laquelle il ne faudrait pas se détacher, c'est la propreté du lieu. Ensuite, vous connaissez sans doute cette histoire. Après qu'il soit devenu père, Walt emmenait souvent ses filles dans les parcs en centre-ville, à Los Angeles, et il les regardait jouer dans les manèges et il trouvait qu'il fallait construire un endroit comme ça, et c'est là où ça l'a conforté dans son idée d'un parc à thème. À cette époque, il recevait aussi énormément de lettres de fans, de gens qui voulaient absolument visiter les studios de Burbank en Californie, donc les studios d'animation, sauf qu'ils trouvaient que, contrairement à la prise de vue réelle, c'était beaucoup plus compliqué de montrer comment travaillaient les animateurs, étant donné que c'était, pour faire gros, des gens qui étaient penché sur des planches de dessin. Donc pour lui c'était assez peu visuel, sans doute moins vendeur que de visiter les studios Universal qui à l'époque déjà commençaient à ouvrir leurs portes. Et ensuite il a fait un voyage à la Railroad Fair. En gros c'est comme un Comic-Con des
train. Donc il a retrouvé 100 000 visiteurs de cet événement pendant lequel étaient présentés des modèles en lien avec le ferroviaire et le chemin de fer de manière générale, et il a été hyper hypé par cette idée et il s'est dit mais moi aussi je veux que les gens se retrouvent dans un endroit où il y aurait des trains et des moyens de transport. Il a envoyé une note à son service créatif en disant « Je veux construire un parc à thème ». Et il a demandé à un autre directeur artistique qui s'appelait Jacques Cutting de faire un tour d'Europe et un tour du monde en quelque sorte des manèges qu'on pourrait intégrer dans ce projet. Après ce coup de tête, il laisse un peu tomber le projet, il laisse travailler ses artistes et finalement en 1951, il fait un voyage en Europe, à Copenhague, et il visite des jardins, les jardins de Tivoli. Il y a quelque chose qui l'a impressionné, ça deviendra presque une obsession pour lui, c'est la propreté. Très esthétique. Que la qualité des repas et des employés qui étaient dans le parc était de très haut niveau, et en revenant de ce parc, il a dit à sa femme « Pour moi, un lieu de divertissement, ça doit être ça ». Et on en parlait aussi dans la vidéo des cast members, on est sur une certaine idée du divertissement et on est sur un certain standing. Donc ce parc aurait dû ouvrir à Burbank en Californie, il aurait dû ouvrir au début des années 50, soit 6 ans avant l'ouverture de Disneyland. Le thème et l'idée étaient que c'était un hommage aux petites villes américaines du début du XXe siècle, donc on en revient à cette idée de Main Street USA. Il y avait déjà un univers prévu sur le western. Une ferme était prévue et un espace sur la thématique du carnaval était aussi prévu. Il y aurait eu toutes sortes d'attractions en lien avec les moyens de transport, donc il y aurait eu un Railord, un tramway tiré par les chevaux, qui existe à Main Street USA, un petit riverboat, une réplique d'un vaisseau spatial aurait dû être installée aussi, les prémices de Tomorrowland. Et donc vraiment le parc Mickey Mouse a été pensé comme un petit parc de divertissement, un petit parc intime, dédié aux familles, très éloigné des parcs typiques de l'époque, et finalement beaucoup plus proche d'un parc comme le jardin d'acclimatation, et c'est pour ça que je me permets de mettre dans l'affiche un lien vers cette vidéo qu'on avait tournée au moment de la réouverture du jardin d'acclimatation à Paris, parce que je pense que le jardin d'acclimatation est le parc qui se rapproche le plus du tout premier concept de Disneyland, qui était en fait ce parc. Donc au lieu des montagnes russes, des petites zones d'herbe, de détente, des tables de pique-nique, des aires de jeu, des balades, de la douceur et de l'entretien pour un visuel impeccable. Et la zone centrale du parc était bien prévue d'être une réplique de Marceline, ou en tout cas très fortement inspirée de Marceline, cette ville dans laquelle a grandi Walt Disney lorsqu'il était enfant. Et le rêve de Walt, c'était qu'on puisse y rentrer, s'asseoir sur un banc et ne rien faire, le contempler. Pour lui, c'était son objectif, arriver à faire venir des gens juste pour ça. Et encore aujourd'hui, je pense que surtout parmi les détenteurs de passeports annuels, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça à Disneyland, une forme d'évasion, de détente. La gare du chemin de fer aurait été aussi un lieu de spectacle. À Disneyland en Californie, ça a été un lieu de spectacle, à Walt Disney World aussi ça a été un lieu de spectacle, et même à Disneyland Paris il me semble qu'il y a aussi eu des spectacles. C'est une volonté qui s'est finalement réalisée, et surtout c'était un train qui prenait de véritables voyageurs et les gens pouvaient faire le tour du parc en train, exactement comme Disneyland. À l'entrée du parc était prévue une petite prison, et c'était là où on devait signaler les objets perdus. Bien qu'un City Hall était déjà prévu, une petite mairie était déjà aussi prévue dans le concept art. Alors la grosse différence avec Disneyland, c'est que ils voulaient que ce soit un lieu de vie amélioré, proche d'une grande ville, comme un parc urbain. Donc ils voulaient y installer des magasins de jouets, comme à Disneyland, mais aussi des pharmacies, des fontaines à soda. C'était beaucoup plus urbain comme projet, un peu moins coupé de la réalité. Il avait même prévu un magasin de réparation de jouets, et je trouve que ce serait bien qu'il y ait un magasin de réparation de jouets à Disneyland, un peu comme le Barbier. Ce serait un hommage à ces métiers un peu disparus. Un magasin de magie aussi. Une librairie était prévue. Un vrai bureau de poste en activité. Et sachez qu'à Disneyland, vous pouvez vraiment poster votre courrier. Un magasin de bonbons qui existe aussi à Disneyland. Et les animateurs et artistes Disney auraient une boutique dédiée dans laquelle ils auraient pu vendre leurs œuvres. Toutes ces idées, vous voyez, elles ont été plus ou moins reprises d'une certaine façon dans les parcs Disney. Il y avait aussi un opéra qui aurait sans doute été utilisé pour produire des émissions de télévision. Et déjà à l'époque, le parc aurait dû être rempli de taupières et de statues Disney, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y aurait aussi du coup un petit lac dans ce parc et les visiteurs auraient pu le traverser pour aller admirer d'autres points de vue sur l'île. Et c'est le cas aussi aujourd'hui à Disneyland en Californie sur Tom Sawyer Island et en France par exemple avec Big Thunder Mountain d'une certaine façon. Ensuite, il y aurait eu un village un peu plus western. Là, on retrouve totalement l'ambiance de Frontierland. On aurait pu faire des balades à cheval. Une salle de cinéma était aussi prévue pour présenter des westerns. Un musée sur l'histoire de la conquête de l'Ouest avait été aussi envisagé. Et Walt Disney avait quand même prévu une zone de petits coasters dans la partie carnaval. Même s'il détestait ça, il voulait l'envisager pour essayer quand même d'attirer la clientèle et pour leur faire comprendre qu'il s'agissait quand même d'un parc à thème, mais il voulait déjà de plus en plus travailler le thème plutôt que les attractions. Donc en 1952, il a vraiment voulu faire aboutir le projet.
sous cette forme et il a présenté son projet à la mairie de Burbank. Le projet, au tout début, ne coûtait que 1,5 million de dollars. C'est rien du tout. Et dans le projet qu'il a présenté à Burbank, il parlait déjà d'une maison hantée et d'un zoo. Donc vous voyez, le projet avait encore évolué par rapport à ses premiers croquis. Sauf que la mairie de Burbank a dit non, et la mairie de Burbank a fait la plus grosse bêtise de l'histoire, parce qu'en quelque sorte, ils ont refusé Disneyland. Ils avaient peur que ça fasse venir trop de monde et que ça fasse trop de bruit pour les habitants autour. Ça a été un gros coup dur pour Disney, mais ça l'a forcé à trouver un autre lieu, un lieu qui était moins peuplé, qui était Anaheim. Et l'avantage d'un lieu moins peuplé, c'est de faire quelque chose de plus grand. Donc voilà les polémiqueurs, je voulais absolument vous présenter ce parc qui n'a jamais vu le jour. C'est la première base de travail de Disneyland et c'est en réalité le premier parc à thème. Il reprend tous les codes de n'importe quel parc Disney. Je vous invite du coup à regarder ce croquis et à lire cet article que je vous ai mis en commentaire pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est une idée qui a évolué, mais d'une certaine façon, pratiquement tous les éléments qui ont été abordés dans ces premiers concept art existent aujourd'hui d'une certaine façon dans ces parcs. Et sans ce croquis et sans cette idée, il n'y aurait jamais eu Disneyland, ou en tout cas, il n'y aurait jamais eu Disneyland tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà les polémiqueurs, dites-moi si ce hors-série vous a plu, et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye!